Bien, bonjour à tous. Alors, nous n'allons pas vous annoncer de départ, ni vous livrer de testament politique après ce moment d'intense émotion qu'est l'intervention d'André Chassaigne. En revanche, sur les sujets de la semaine, on souhaitait vous présenter un certain nombre de points. D'abord, évoquer la proposition de loi sur le narcotrafic dont la discussion a commencé depuis hier soir, pour redire ce qui a été évoqué au nom du groupe, à savoir la volonté collective et la détermination collective du groupe d'aller plutôt dans le sens de la fermeté, du renforcement de ces dispositions, notamment pour donner à l'État républicain les moyens de son action sur ce sujet qui préoccupe gravement et intensément nos concitoyens. Et puis, redire aussi que s'agissant des retraites, sur lesquelles le groupe Lyot s'est souvent illustré, nous aurons l'occasion, et notre président aura l'occasion de vous développer ce point, de redire le regret du groupe Lyot de voir un sujet qui a été confié aux partenaires sociaux faire l'objet de commentaires inutiles de la part du gouvernement, voire brouillons, sur ce point. Redire la confiance qui doit être donnée aux partenaires sociaux de trouver et de formuler des propositions qui auront vocation à être examinées par le Parlement sur un sujet qui est sensible. Redire également que la question de l'âge légal de départ à la retraite, et notamment la défense des 64 ans, nous paraît, sur un sujet complexe, la plus mauvaise et la plus injuste façon d'entrer sur le sujet. Il n'y a pas dans nos rangs de contestation sur le fait que l'économie nationale notamment souffre d'un déficit d'heures travaillées et que globalement, compte tenu des évolutions démographiques, il y a une certaine pertinence à ce que les Français aillent dans la direction d'un travail qui dure plus longtemps et qui permette d'accompagner les évolutions de la vie. Mais sur ce point, nous récusons en tout cas le discours qui commence à être affiché par une partie du bloc central, à savoir que la situation internationale justifierait la remise en cause d'un certain nombre de dispositions sociales. D'abord parce que c'est une idiotie politique. Il suffit de passer 2 heures sur le terrain à parler à des vrais Français pour comprendre que ce discours est une machine à fabriquer du vote pour le Rassemblement national. Et que si vous voulez convaincre les Français d'abandonner l'Ukraine à son sort, commencez d'abord par leur expliquer que l'effort de guerre sera financé sur le dos de notre modèle social. Deuxièmement, il nous semble également important de rappeler que la perspective aujourd'hui est celle plutôt d'un accord de paix en Ukraine, même s'il risque d'être extrêmement déséquilibré, même s'il se fera dans des conditions qui ne seront pas satisfaisantes, voire dangereuses pour l'avenir. Et donc on reste face à une réalité, c'est que nous n'aurons pas la guerre, mais nous aurons la crise économique qui est déjà là. Et quand nous aurons la crise, nous aurons besoin notamment des syndicats les plus constructifs et les plus modérés. Et tout ce qui contribue à les fragiliser, à les marginaliser, est une erreur de fond qui se paiera très cher, notamment dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et j'attire votre attention d'ores et déjà sur les dernières données mensuelles du Trésor et de la Sécurité sociale qui signalent quand même à nouveau des pertes de recettes et les germes d'un dérapage dont nous allons mesurer l'ampleur dans les semaines qui viennent. Donc la situation est extrêmement grave. Le pays a besoin d'être uni sur des valeurs et une politique qui soient cohérentes. Et donc c'est aussi le message que le groupe Lyot va porter à travers les différentes prises de parole de la semaine et des semaines suivantes. Nous aurons aussi sur ce point deux questions au gouvernement. La première sera posée par Christophe Negelen sur la question des suppressions de postes, notamment en milieu rural, qui est aussi un sujet d'unité et de cohésion de nos concitoyens. Je lui passe la parole et ensuite à Laurent Panifous, plus globalement, pour répondre à vos questions sur les retraites. Merci Harold. Oui, tu l'as dit. Alors, on va être un peu plus terre à terre et en tout cas revenir
dans l'essence même de ce qui a fait notre pays, qui est l'éducation nationale et la formation des plus jeunes pour le futur. Et c'est pour ça que je vais interpeller Elisabeth Borne sur toutes les fermetures qu'on constate, notamment dans les territoires ruraux. Notre groupe est avant tout un groupe proche des territoires. C'est l'ADN même du groupe Lyot. Et en fait, on ne peut pas juger l'éducation de manière uniquement arithmétique. C'est avant tout de l'humain et c'est une construction de notre futur. Et aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises en pensant uniquement à la partie financière. Et pourquoi est-ce qu'on parle, et on l'a dit particulièrement des territoires ruraux, il faudra expliquer aux jeunes chez nous pourquoi dans certains territoires REP, REP+, on dédouble les classes et donc on fait des classes à 12 élèves, et que dans les territoires ruraux, on est à 20, 21, et ben on décide de supprimer une classe. Et donc l'interpellation, elle est double. Elle dit déjà arrêtons ce modèle purement arithmétique, mettons des enseignants en face des élèves dans les classes. Et deuxièmement, il n'y a pas de sous-territoire. Les territoires ruraux ne sont pas des sous-territoires. Et donc, si demain, il y a des mesures, et d'ailleurs qui ont déjà été prises hier, des mesures prises pour les REP+, eh ben, laissons aux jeunes des territoires ruraux les chances et les possibilités d'avoir cette même éducation. Merci. Laurent ? Alors, bonjour à toutes et à tous, vous dire quand même que nous avons notre collègue Paul-André Colombani qui posera une question demain sur le blocage du port de Marseille. Il n'est pas parmi nous, mais je voulais quand même vous l'annoncer, c'est important. Vous dire quelques mots sur la question des retraites, avec notre porte-parole l'a dit assez justement à l'instant, la prise de position malheureuse du Premier ministre ces derniers jours. La position du groupe, elle est assez simple. Nous faisons partie de celles et ceux qui croient que les partenaires sociaux ont un rôle majeur, que la manière dont cette réforme précédente des retraites a été imposée était malheureuse, avec un passage en force, un 49.3. Mais on fait aussi partie de celles et ceux qui croient que la mission des partenaires sociaux à l'intérieur de ce dit conclave, c'est de nous amener vers un régime équilibré, parce qu'il y a bien un déséquilibre, il faut bien ramener ces régimes vers l'équilibre. Donc ça nécessitera des efforts. Mais pour demander des efforts, il faut déjà laisser les partenaires sociaux travailler sereinement. Et les différentes interventions, même celles du Premier ministre, sont tout à fait regrettables. Elles décrédibilisent le travail de ces partenaires sociaux, alors que nous sommes quelques-uns, et je crois beaucoup ici à l'Assemblée nationale, à attendre beaucoup de ce travail, qui nous amène dans les mois qui viennent vers une vraie proposition qui serait travaillée ici à l'Assemblée nationale, qui amènerait les régimes de retraite vers l'équilibre, mais de manière juste. Et la protestation qu'on a pu porter il y a quelques mois ou quelques années sur la réforme des retraites, on mettait en cause la question de la justice de cette réforme et du passage en force. Et jamais la question de l'équilibre, parce que le déséquilibre des régimes de retraite n'est pas acceptable. Donc les partenaires sociaux essaient de trouver des solutions. Je pense notamment à la question de la pénibilité, qui est un sujet majeur qui n'avait pas été traité dans le cadre de la réforme de Mme Borne. Donc il y a beaucoup de sujets, la question de l'emploi des seniors notamment, qui peut apporter des solutions sur les ressources aussi pour le régime des retraites. On a un taux d'emploi des seniors qui est beaucoup trop faible. Bref, beaucoup de sujets qui fait que les partenaires sociaux, si on a confiance en eux, il faut les laisser travailler dans la sérénité, leur laisser le temps qui leur avait été donné au départ. Et arrêter d'envoyer de ci là des injonctions avec des lignes rouges qu'il ne faut plus franchir, qui font que finalement, ce n'est peut-être pas la peine qu'ils se déplacent. Alors, la question que je voudrais poser au Premier ministre, c'est, puisqu'il dit qu'il ne faut pas les 62 ans, puisqu'il dit qu'il ne faut pas toucher à la fiscalité, à force de fixer ligne rouge, lui demander, mais pourquoi a-t-il fait ce choix d'accepter l'idée de faire travailler les partenaires sociaux, si c'est pour leur dire au final, ça ne sert à rien que vous réunissiez. Donc, cette position du Premier ministre manque totalement de clarté. Nous, notre position, c'est laissons travailler les partenaires sociaux. Ça ne sert à rien de leur donner une limite. Ils savent très bien qu'il faut nous amener vers un régime équilibré, mais ceci dans la justice et en tenant compte notamment de la pénibilité et de l'emploi des seniors. Je veux dire, les conditions, les règles du jeu étaient très claires au départ. Je ne vois pas pourquoi on ne leur laisse pas le temps nécessaire. Tout le monde a besoin de ce temps pour un sujet aussi important et pour que la proposition qui soit faite à la représentation nationale soit solide et tenable dans le temps. Voilà
la position du groupe sur ce sujet. Merci. Alors, y a-t-il des questions? Vous avez 2 minutes. Et peut-être question de l'Algérie, peut-être question... Parce que quelque chose nous dit que la question sera posée, comme on disait au moment de l'affaire Dreyfus. Voilà. On est en 15e position. Oui, on n'est pas les premiers, donc voilà. Je pense qu'au bout de l'effet de... Le comique de répétition joue moyennement en 15e position ou en 9e. Voilà. Mais on écoutera la réponse. Pardon. La tension avec le pouvoir algérien, comment est-ce que vous pensez Le sujet a été évoqué et alors il apparaît quand même, bon, nous n'avons aucun scrupule ni aucune pudeur à ce que la France affirme une détermination de réciprocité vis-à-vis de l'Algérie, et notamment quand un certain nombre d'OQTF qui doivent être exécutés ne le sont pas par un refus délibéré d'un gouvernement étranger de coopérer avec nos décisions de justice. Nous estimons, et la France s'estime traditionnellement, en situation de prendre un certain nombre de mesures, et notamment celle-ci en fait partie. Après, il y a une interrogation de fond tout de même, c'est l'efficacité de ce type de mesures, puisque la même démarche a été initiée sur le Maroc il y a de cela 2 ans, avec une efficacité égale à 0, puisque le débat est beaucoup plus large que celui-là. Et donc, voilà, sur ce sujet-là, comme sur un certain nombre de sujets qui sont portés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur, nous n'avons pas d'obstacle de principe, nous avons une interrogation de fond sur l'efficacité de la démarche. Et si ce n'est pas efficace, il faut faire quoi? Ah bah, ça c'est d'abord au gouvernement de faire cette proposition, mais je ne suis pas sûr qu'on fasse plier le gouvernement algérien uniquement par cette décision-là ou cette mesure-là, et je ne suis pas sûr que le débat se restreigne à cette question de OQTF contre visa. Je pense que si aujourd'hui la France n'est pas capable de structurer un dialogue avec d'autres leviers de discussion, les choses risquent d'en rester là. Et demain, pour information, demain 15h, nous ferons une conférence de presse ici même sur notre commission d'enquête parlementaire sur l'organisation du système de santé. Je m'enlève les mots de la bouche. Très bien. Sur la commission d'enquête sur l'accès aux soins. Voilà. Organisation du système de santé, accès aux soins. Les auditions commencent là cet après-midi. Conférence de presse demain 15h ici. Très bien. Midi 15. Merci à vous.